Donc là, c'est la première édition intégralement retraduite et publiée chronologiquement, ce qui est important pour noter l'évolution en effet du style, enfin de l'œuvre de Poe. L'idée est partie, l'idée d'arrivée n'a pas été l'idée de départ. Voilà, c'est en gros, pour dire les choses simplement. L'idée au départ plutôt, c'était, je dis je parce qu'on est deux traducteurs, mais c'est vrai que c'est moi qui ai proposé ça et à Thierry Gilliboeuf. Alors, je fais des tas de digressions, excusez-moi, mais je reviens en arrière pour nous présenter un peu. Moi, je suis avant tout, enfin, connu, si on peut dire, en tout cas identifié comme écrivain, romancier, essayiste, vaguement poète, et Thierry est exclusivement traducteur. Il a un travail de traduction colossal de l'anglais et de l'italien. Il a traduit énormément de poètes italiens, américains, anglais. Il traduit l'intégralité du journal de Thoreau aux éditions Finitude. Il y a encore 10 ans de travail. Il y aura 15 tomes, il y en a 5 qui sont parus. Bref, il a des chantiers absolument énormes. Et c'est un ami. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé tout de suite. Donc cette idée que j'avais eue il y a quelques années, c'était, je m'étais rendu compte que Poe n'avait plus été traduit pour la majorité de ses textes de fiction et autres depuis Baudelaire, depuis 160 ans, donc ce qui est un cas unique dans l'histoire de la littérature. Enfin, on dit, je crois que c'est Ezra Pound qui disait que les classiques devraient être traduits toutes les générations ou tous les 50 ans. Je ne suis pas forcément d'accord avec, parce qu'il y a des traductions qui ne se démodent pas ou qu'il n'est pas forcément besoin de reprendre. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien d'avoir plusieurs traductions, de toute façon, à portée de main, quoi. Il y a 4 traductions de Moby Dick, ou 5. Je parle de Moby Dick parce qu'on vient de traduire, de terminer l'intégrale des nouvelles de Melville. Donc, on est un peu plongé dans Melville. Il y a 4 ou 5 traductions de Moby Dick qui sont toutes bonnes. Il n'y en a pas une qui était là pour supplanter définitivement la précédente. Il y a celle de Jaworski en Pléiade, il y a celle de Giono, dirigée par Giono, qui est la première, qui est très bonne. Il y a celle d'Armel Guern chez Phébus, qui prend plus de liberté parce qu'il surlyrise, surpoétise beaucoup. Mais enfin, ça se prête bien à Moby Dick aussi, donc pourquoi pas. Bon, voilà. En tout cas, l'important, c'est d'avoir, ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs traductions d'une œuvre classique. Et là, pour Poe, pour 2 tiers des nouvelles en tout cas, et pour le roman, Arthur Gordon Pym, qui paraîtra l'année prochaine, il n'y en avait qu'une. Donc l'idée, c'était de proposer une nouvelle traduction, de donner à lire une langue plus contemporaine sans jouer non plus dans sans essayer de forcer le trait, sans essayer de faire une langue trash et ultra contemporaine. C'est pas le principe. C'est une littérature du 19e. Poe a une phrase qui convient aussi de respecter et pas non plus de tordre pour la rendre beaucoup plus séduisante aujourd'hui. Mais malgré tout, la langue de Baudelaire, en tout cas, n'est plus la nôtre. Celle de Poe est toujours la même, mais celle de Baudelaire, en français, ce n'est plus la nôtre. Et la traduction de Baudelaire, qui est bonne, il n'y a pas grand-chose à dire sur la qualité, évidemment. C'est un grand poète qui traduit un grand écrivain. Mais c'est une langue qui a un siècle et demi, et il était bon de revoir ça de près. Donc la première idée, c'était ça. Et puis après, j'étais parti aussi sur une deuxième idée, qui était une idée reçue que tout le monde partageait en tout cas, nous, autant Thierry que moi, on l'a partagé, c'était que Baudelaire avait sur-baudelarisé Poe, en gros. C'est-à-dire qu'il n'était pas possible de lire Poe tel qu'un lecteur américain, si on peut dire, la traduction c'est compliqué, mais ou anglophone pouvait le lire, voilà. Que Baudelaire avait phagocyté Poe et lui avait donné sa marque, ça. Donc on s'était dit, on va rendre Poe au lecteur français tel qu'il est, et ça c'est complètement faux. Baudelaire a été hyper scrupuleux, extrêmement fidèle, trop parfois d'ailleurs. Près du texte. Ah ouais, très 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 près du texte.
Alors deux, trois fois, il met il met un céruléen quand le mot c'est bleu, mais enfin bon, voilà. Mais il n'y a pas non plus, c'est pas, il en fait moins que Guernes avec Moby Dick par exemple. Voilà, ça c'est clair. Hein. Il est extrêmement scrupuleux. Alors évidemment qu'il y a des contresens. Il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, chez Baudelaire, qu'il y a des faux amis, ils tombent assez facilement dans le piège des faux amis. Mais enfin, la traduction, elle est quand même assez fidèle à Poe, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Quoi. C'est pas, donc c'est pas là-dessus que ça se jouait, le truc. Là où ça s'est joué, c'est d'une part donc, pour le fait de proposer l'intégrale nouvellement traduite chronologique, et aussi ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'idée de Poe a été modifiée, que nous avions de Poe a été modifiée au fur et à mesure que nous découvrions l'ensemble. C'est-à-dire que si Baudelaire a baudelarisé Poe, c'est pas dans la langue, c'est dans l'image qu'il en a donnée, qu'il a notre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se représente Poe comme exclusivement quelqu'un de maladif alcoolique, voilà, et alcoolique qui écrit sous l'emprise de substances plus ou moins hallucinogènes, ou du moins de substances tout court, ce qui arrangeait bien Baudelaire d'ailleurs. Ben oui, c'est pour ça aussi qu'il est... Et avec un corbeau sur l'épaule et un chat noir à côté de lui. Voilà. Or, la première chose, c'est que évidemment, le Poe, les contes d'angoisse et de terreur de Poe existent, il n'y a aucun doute là-dessus, bien entendu. Et c'est ce qui fait une partie de sa marque. Ça correspond à un marché. Poe, son idée, c'est je veux avoir des lecteurs, je veux que ça marche. oui, Qu'est-ce que je fais? Voilà, je fais ce qui marche. Ce qui marche, c'est les contes d'angoisse et de terreur. Je vais faire ça. Donc il en fait, mais il le fait beaucoup mieux que ce qui se faisait à l'époque. Il le fait en parodiant, mais il parodie tellement bien qu'on ne le prend même pas comme une parodie. Le manuscrit trouvé dans une bouteille, si vous avez cette nouvelle en tête, c'est une parodie au départ. Mais il parodie tellement bien qu'il en fait une super nouvelle. C'est un très beau texte, c'est une magnifique nouvelle. Évidemment, de terreur un peu, parce qu'il y a une espèce de vaisseau fantôme, il y a des morts vivants, mais bon. Il le fait, on ne se dit pas, on ne voit pas un petit sourire en coin de quelqu'un qui parodie. Non, non, il le fait, on le lit au premier degré et ça marche, c'est très très bien fait. Mais ce qui nous a donc surpris, oui, en quelque sorte surpris, c'est que c'est loin d'être la seule veine de Poe. Il y a évidemment la veine policière qu'on connaît, puisque tout le monde sait que Poe, c'est l'inventeur, enfin Borges le disait, l'inventeur du roman policier, du récit policier, avec le personnage d'Auguste Dupin, qui est l'ancêtre de Sherlock Holmes, de Poirot, comment il s'appelait, Hercule Poirot, tout ça. Donc c'est un peu l'ancêtre, hein, qui est un Français, qui vit à Paris, qui a un acolyte, qui a un docteur Watson, qui n'est pas Watson, mais qui est docteur, qui est le narrateur, comme Watson est le narrateur chez Sherlock Holmes, et qui, donc, c'est la lettre volée ou dérobée. On a choisi la lettre dérobée comme titre, ça passe moins bien à l'oral, mais c'est plus conforme au mot anglais. On reviendra sur les titres, les traductions des titres. La rue Morgue, qui n'est pas un double assassinat, mais qui est juste des crimes. C'est dommage parce que le titre de Baudelaire est mieux. Alors pour le coup, double assassinat dans la rue Morgue, il y a une espèce de scansion comme ça. Alors que c'est les crimes de la rue Morgue, tout simplement. Donc on a traduit par les crimes de la rue Morgue, le titre. Et puis la troisième, qui est beaucoup moins connue, qui est l'histoire de Marie Roger. Donc c'est aussi l'inventeur du récit policier, mais ça on le savait. Dans ce cas, c'est la dimension loufoque de Poe, qui passe beaucoup moins et qu'on connaît beaucoup moins. Grotesque, loufoque, satirique, humoristique souvent, et très inscrite dans son époque. Oui, dans la société politique. Totalement, il n'est pas du tout dans une espèce de tour d'ivoire sombre et maladive où il écrit des histoires à faire frissonner dans la chaumière. Il écrit ces choses-là, mais il est vraiment. On ne peut pas lire Poe si on ne sait pas si on ne contextualise pas ces nouvelles dans la société américaine de l'époque, c'est-à-dire politique, littéraire, essentiellement politique et littéraire. D'abord politique parce que il y a beaucoup de nouvelles, enfin quelques nouvelles qui sont des nouvelles à charge contre le président, le gouvernement, les ministres, etc., etc. Et c'est crypté. Évidemment, si on ne sait pas. Bon, on le lit comme des nouvelles plaisantes, mais il manque quand même une dimension de savoir vraiment à quoi ça fait allusion, c'est intéressant. Et puis, c'est pour ça qu'il y a un appareil critique assez fourni aussi, pour contextualiser le tout. Voilà. Et puis la société littéraire aussi de son époque, parce que Poe, il écrivait, mais il était aussi rédacteur en chef et critique littéraire, et il avait la dent extrêmement dure, il était absolument détesté par beaucoup de monde, ce qui explique aussi d'ailleurs l'image qui a été véhiculée de lui après sa mort, qui a repris Baudelaire en toute bonne foi, d'ailleurs un mec dépravé en gros. Et
et donc, pas mal de nouvelles donc, sont des allusions au monde littéraire de l'époque, aux joutes littéraires qui se faisaient dans le tout petit milieu littéraire américain. La littérature américaine, elle est en train de naître. La littérature américaine, elle naît à ce moment-là, au moment de Poe, avec Melville, qui a 10 ans de moins, avec Hawthorne, qui a quelques années de plus, je crois. Avant eux, c'est Fenimore Cooper et d'autres, c'est aussi de la littérature, mais c'est plutôt du récit d'aventure. C'est moins de la littérature sérieuse, si on peut dire, considérée comme sérieuse à l'époque, en tout cas, et démarquée du modèle européen. Les bases de la littérature américaine, c'est à cette époque-là que ça se joue. C'est notamment dans un texte de Melville sur Hawthorne, qu'on va peut-être retraduire d'ailleurs aussi avec Thierry bientôt, qui pose les bases aussi de cette chose-là. Ce qu'est la littérature américaine dégagée de l'influence européenne et qui s'affirme comme elle-même. Et donc Poe, il avait la dent extrêmement dure sur ses contemporains, mais vraiment très dur. Hein. On n'imagine pas, aujourd'hui, il n'y a aucune critique littéraire qui s'autoriserait. Bon, aujourd'hui, enfin, les critiques littéraires, quand elles disent du mal, c'est de quelqu'un qui est vraiment hyper connu. Ça ira pas dire vraiment du mal de manière très féroce de quelqu'un qui est moyennement, qui n'est pas installé. Enfin, c'est pas aussi sadique que je trouve. À l'époque, c'était incroyable. Hein. C'était d'une violence extrême, et Poe est extrêmement violent. Donc, cette dimension le nombre de nouvelles à la fois grotesques, satiriques, parodiques et inscrites dans l'actualité des États-Unis de son époque, c'est ça qui nous a le plus marqué, parce qu'en nombre, elles sont au moins aussi importantes, sinon plus, que les nouvelles de terreur et d'angoisse. Voilà. Donc c'est ça qui a été le point d'arrivée. Oui, le point d'arrivée. Le point de départ et le point d'arrivée n'étaient pas tout à fait les mêmes. On ne se doutait pas de tout ça au départ. Voilà. Mais alors comment, quand nous, lecteurs, on attaque les volumes, on va... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu ce sentiment de distinguer deux voies de traduction, Garcin ou Gilliboeuf. Et la question que je me posais, est-ce que vous avez alterné? Comment s'est fait le travail en duo? On a procédé pour Poe comme on a procédé ensuite pour Melville, c'est-à-dire quand on s'est partagé le travail en deux, on a compté le nombre de signes en anglais, on a pris une calculette, on a divisé par deux, en gros c'est ça. Et on a vu quelles nouvelles... Alors, certains de nous deux, moi je voulais traduire le manuscrit par exemple, je voulais traduire Dupin, et les 3 nouvelles de Dupin, et Thierry voulait traduire La Maison Hochère, bon, des choses comme ça. Alors celles qu'on s'était un peu... Vous aviez des textes fétiches auxquels vous étiez attachés. On s'est les gardés, puis le reste on a partagé de manière équitable pour avoir le même nombre de signes à traduire chacun. Et pareil pour Melville, moi je voulais Bartleby, lui il voulait Moi et ma cheminée, et bon voilà, donc on s'est mis de côté ce qu'on s'est réservé, disons, et puis on a partagé le reste en deux. Et après, après évidemment, chacun traduit chez lui, et puis il envoie à l'autre sa traduction. Donc vous faites une première traduction kilomètre, vous faites une révision, et après vous l'envoyez... Enfin, au kilomètre, non, c'est une première traduction qui est travaillée, retravaillée par soi, chacun chez soi. Donc quand on la voit à l'autre, elle semble achevée. Oui. Sauf que l'autre, évidemment, a un autre œil, et c'est très bien comme ça, donc il fait des suggestions ou des corrections, suggestions en général, qu'il renvoie au premier, qui en général, sauf accepte toutes les suggestions et corrections, et quand c'est pas le cas, on argumente, et voilà. Alors chacun a ses tics de trucs, donc chacun... Alors est-ce qu'on retrouverait un tic de Garcin dans certaines nouvelles? Je ne sais pas, parce qu'après ça se lisse du coup quand même. Oui. Du coup ça polie beaucoup le fait de se relire, de se corriger, de se renvoyer le tout, d'harmoniser l'ensemble, après la relecture totale pour harmoniser, une espèce de polissage qui se fait au niveau des... Je ne suis pas sûr qu'on puisse... à l'arrivée, je ne suis pas sûr. Je pense que les premiers états, oui, c'est évident, mais à l'arrivée, j'en sais rien. Je ne crois pas qu'on puisse identifier qui a écrit quoi. Et est-ce qu'il y a... qui a traduit, quoi. Qui a traduit, oui. Est-ce qu'il y a une nouvelle ou plusieurs nouvelles qui vous auraient résisté, avec lesquelles vous auriez eu à batailler? C'est Corinna Gebner, là, dans Traduire ou perdre pied, elle parle de ça d'un moment, elle était journaliste, d'une phrase toute simple et pour laquelle rien n'arrive. Rien n'arrive. Et pas trop avec Poe, Melville, oui, c'est arrivé. Pas trop avec Poe. Il y a eu des nouvelles qui étaient un peu plus pénibles parce que pour ce qui me concerne, je l'ai trouvée moins intéressante, disons, tout bêtement, quoi, parce qu'évidemment c'est inégal, enfin c'est intégral, donc il y a le meilleur et puis il y a le moins beau, enfin voilà, c'est pas...
on n'est pas génie à 100%. Il n'y a qu'Emily Dickinson qui est tout le temps génie. Quand elle écrit des lettres, elle écrit des poèmes, elle ne le sait pas, mais elle écrit des poèmes. Ou Rilke, on disait qu'il était poète parce qu'il se lavait les mains. Quoi. Voilà. Donc, mais Poe, il n'est pas comme ça. Mais c'est toujours, moi je trouve sincèrement toujours très bien, mais il y en a évidemment que je trouve plus intéressantes que d'autres et que je trouve même magnifiques. Ça je trouve serait lesquels? William Wilson, je trouve que c'est une nouvelle magnifique pour la langue aussi, dans la structure et dans la langue. William Wilson, le manuscrit trouvé dans une bouteille, la maison Usher, le plus connu en vérité, il n'y a pas de mystère. Hein. Mais c'est vrai que William Wilson, la fosse, et non pas le puits d'ailleurs, et le pendule, c'est une fosse, c'est pas un puits, je pense. Voilà, c'est quelque chose. Ce sont des nouvelles qui sont très très bien tenues et dans une très belle langue. Parce qu'il y a aussi une autre idée reçue aussi, quand même, dont il faut parler, c'est que Baudelaire aurait amélioré Poe. Et ça, c'est ce que vous mentionnez dans la préface. Et ça, on l'entend de la part de gens absolument respectables, et pour lesquels j'ai une grande admiration, comme Simon Leys, par exemple, mais qui se gourre complètement, quoi. Mais ça n'empêche pas, on peut être admirable et pas être toujours de pertinence absolue. Baudelaire n'a pas amélioré Poe, la prose de Poe, c'est une belle prose. D'ailleurs, il était considéré par ses contemporains comme écrivant trop bien pour avoir du succès. Ce qui était le cas. Enfin, en tout cas, il n'a pas eu de succès. Voilà. Pas beaucoup. Le seul succès qu'il a eu, c'est pour le poème, c'est le Corbeau surtout, son fameux poème. Mais la prose de Poe est une belle prose. Il y a des passages dans des dialogues philosophiques qui sont dans ces recueils. Il y a 3 dialogues philosophiques de 2 âmes dans les cieux. Il y a des passages, Whitman trouvait que tel passage de tel dialogue, c'était un des plus beaux morceaux de la prose américaine, quoi. D'ailleurs, qu'il a reproduit plus ou moins dans un passage de Feuilles d'herbe. Puis il y a vraiment la chute de la maison Usher, c'est considéré comme certains le début, comme un des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise, et des passages d'autres nouvelles. C'est un beau prosateur, et on ne peut pas dire du tout que Baudelaire a amélioré Poe, c'est absolument faux. Voilà, c'était l'autre idée reçue dans... Oui, parce qu'on peut redonner les dates de Poe aussi, parce que c'est une existence très brève. Enfin, il meurt à 40 ans. Il est mort à 40 ans, oui. Et sur combien d'années s'échelonne il commence, disons que c'est en 33. Enfin, en 31, il écrit une nouvelle ou 2, mais qui sont attribuées à 90% de chance, mais voilà, à Poe. Mais sinon, c'est en 33, plus ou moins, c'est le manuscrit, enfin, un peu avant, j'ai oublié, juste avant le manuscrit, il y en a une autre. Alors en rêve, ça, voilà, c'est attribué, c'est presque certainement Poe, mais bon, il n'y a pas de preuve formelle que ce soit Poe. Là, en rêve, il a 19. Il a 22 ans. Voilà. Enfin, 22, 23 ans, et puis il meurt à 40 ans, quoi. Il meurt à 40 ans, dans des circonstances d'ailleurs pas tout à fait... oui, qui reste mystérieuse. Oui, assez mystérieuse. En tout cas, il est. Alors, Poe, l'autre idée reçue de Poe, c'est Poe alcoolique. Alors, qu'on ait vu Poe sous, c'est absolument indéniable. On l'a souvent vu sous. Pour une bonne raison, c'est qu'il ne supportait absolument pas l'alcool. Mais c'était maladif. Il buvait un verre ou 2, il tombait sous la table. Et d'ailleurs, il s'en voulait parce que il n'osait pas refuser, surtout dans la société du Sud, en Virginie, là où il est, cette espèce de convivialité où on boit des coups à table. Il buvait un ou 2 verres et puis il était complètement privé de tous ses états et certainement pas en capacité d'écrire quoi que ce soit. Il a une prose très lucide, il est lucide à 100% quand il écrit, évidemment, contrairement à ce que laissait penser Baudelaire, qui a été victime de la réputation faite à Poe par son exécuteur testamentaire qui lui vouait une haine féroce et qui a fait de Poe un dépravé total. Et d'ailleurs, il n'a jamais absorbé ni opium ni quoi que ce soit. Mais l'alcool, c'est vrai qu'il lui arrivait d'être sous l'emprise de l'alcool, mais en tout cas, après avoir bu très très peu, et surtout, ce qui le rendait absolument incapable d'écrire quoi que ce soit. C'est Georges Bernard Shaw qui dit que Poe, dans toute sa vie, a bu ce qu'un Américain moyen boit en 6 mois. Quoi. Voilà. Et c'est probablement vrai. Il avait une constitution physique, une intolérance à l'alcool. Et donc... oui, et lorsqu'on retrouve Poe en 1849 à Baltimore,
Alors sa femme est morte, sa femme et cousine est morte depuis 6 ou 7 ans. Il a eu quelques autres aventures plus ou moins platoniques, parfois non, parfois oui, notamment avec une Pistolière. épistolière, oui, voilà. Francis Sargent, j'ai un peu la mémoire des noms, là, Osgood, je crois, qui, voilà, mais avec qui il était en concurrence avec d'autres personnes, dont un révérend, le révérend Rufus Griswold, qui avait établi une anthologie de la poésie américaine que Poe avait complètement incendié dans une critique littéraire d'un de ses journaux, ce à quoi Griswold avait assez mal réagi, il en voulait beaucoup, alors qu'ils étaient amis ou du moins en bon terme un peu avant. Après, ils ont renoué contact et ils se sont vus sans apparemment qu'il y ait de heurts entre eux, mais le révérend Griswold était amoureux de la même Francis Sargent Osgood, lui aussi. Lui faisait également la cour, et lorsque Poe est mort, Griswold s'est auto-déclaré exécuteur testamentaire de Poe et a publié un article qui le plaçait plus bas que tout. Voilà, en faisant donc un homme dépravé qui ne trouvait son bonheur que dans l'alcool, etc. Tous les amis de Poe, parce qu'il y en avait quelques-uns quand même, ont réagi à cela et ont publié des chroniques et des tribunes pour démentir totalement ces affirmations. Et Griswold était tellement acharné qu'il a publié une biographie de Poe. Après, une biographie à charge, il a complètement descendu, et c'est à partir de ça que Baudelaire s'est fait l'idée de Poe, de quelqu'un qui donc passait son temps à boire ou à absorber d'autres substances, et qui, dans ses états un peu sous l'emprise d'une muse noire, écrivait ses poèmes et ses nouvelles. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il a été trouvé donc, dans les rues de Baltimore, il était pour le coup totalement ivre en 1949, mais ivre au point de ne plus pouvoir avancer. Il était par terre, dans la rue, et habillé avec des habits qui n'étaient pas les siens. C'était un dandy, Poe. C'était un intellectuel, c'était un gars d'une immense érudition, et c'était un dandy qui s'habillait toujours très bien. Il était habillé dans des habits qui n'étaient pas les siens, dépenaillés complètement. Totalement il avait perdu conscience, il a été amené à l'hôpital de Baltimore et il y est mort. Et en fait, il a été sans doute victime de ce qu'on appelait à l'époque le cooping, qui était une pratique assez répandue dans les États-Unis de cette époque-là, c'est-à-dire qu'on prenait des gens qui avaient l'air seuls, solitaires ou malheureux, étaient un peu déprimés, hein, Poe, à cette époque-là. C'était un grand nerveux, hypersensible, à des accès de déprime assez fréquents. D'ailleurs, beaucoup de ces personnages sont extrêmement nerveux, ils le disent, ils sont sur les nerfs, ils sont vraiment dans ces états-là. On les fait boire et on les fait voter. Et parce qu'il y avait une période électorale, voilà. Le moment où Poe est... Et après, on leur change. Et après, on les fait boire, ils perdent un peu. Les drogues aussi, il y avait des narcotiques. Voilà, avec tout cela. Et donc, ils sont dans des états seconds. On les fait voter dans plusieurs bureaux de vote en leur donnant des consignes de vote. Et c'était assez fréquent à l'époque. Et on pense qu'il a été victime de quelque chose comme ça. Et il est mort donc en appelant. Et ça, c'est le mystère. Donc, enfin, le mystère résolu, mais qui, moi, me fait plaisir. Il est mort en appelant quelqu'un à son chevet. Le rapport du docteur Moran, qui était celui qui était à côté de lui, raconte il appelait Reynolds. Personne ne savait qui était ce Reynolds. Voilà. Vous en avez fait quelque chose. Et oui, moi j'ai écrit un livre sur lui, sur Reynolds. Donc, Jeremiah Reynolds, qui était lorsque Poe a 26 ans, il est jeune journaliste au Southern Literary Messenger, je crois, enfin des deux, enfin je crois que c'est celui-là, et il va assister à une conférence de Jeremiah Reynolds, qui est un explorateur, marin, aventurier, chasseur de baleines, chercheur d'or, militaire, avocat, etc., qui a eu une vie extrêmement ramassée, avec énormément d'aventures très très diverses les unes par rapport aux autres, et qui a été naufragé en Antarctique pendant
quelques jours, avant d'être récupéré de manière assez miraculeuse, qui a écrit en 1837, c'est-à-dire 14 ans avant Moby Dick, un petit récit qui s'appelle Mochadik, la baleine blanche du Pacifique, et, que Poe va écouter lorsqu'il a 26 ans pour faire une des multiples conférences sur les mers du Sud, qui était un peu le terrain de jeu des explorateurs de l'époque, hein, puisqu'après avoir, parallèlement à la conquête de l'Ouest, il y avait aussi la conquête du Sud et maritime. Et donc, et après, Poe et Reynolds, manifestement, restent liés à tel point que Arthur Gordon Pym est un roman qui emprunte beaucoup au récit qu'a écrit Reynolds sur ses aventures dans la mer du Sud et sur ses naufrages et sur son naufrage en Antarctique et toute cette période, ces aventures-là. Et donc il est resté assez... Alors là on suppose, ils sont restés assez liés en tout cas l'un à l'autre, du moins à distance, en tout cas ils se connaissaient, et à tel point que Poe à la fin appelle Reynolds à son chevet. Voilà. Le Reynolds qu'appelle Poe, c'est Jeremy Reynolds, donc, sur lequel j'ai écrit un roman, avant de traduire ça. Et alors justement, comment un écrivain répartit son temps entre le temps de la traduction? Combien de temps ça vous a pris à vous deux pour finir ces traductions? À peu près 2 ans. Et donc pendant ce temps-là, vous continuez à écrire. Comment non Attendez, je me souviens plus très bien en fait. parce que j'ai un roman qui est sorti en 2018. Chez Actes Sud, c'est Actes Sud, mais je crois que je l'avais terminé avant de commencer ça, il me semble. Je ne crois pas m'être interrompu. C'est comme quand j'étais en traduisant Melville, c'était un peu moins long, mais j'ai rien écrit. Non, je ne mélange pas les deux. Voilà, non. Ça ne peut pas se mélanger. Non, j'ai même les emplois du temps assez... puisque, par exemple... Après, il va y avoir un autre tome, si on peut dire... Enfin, on peut le dire, mais comme c'est pas le même éditeur, je sais pas si... de Poe qui va sortir, c'est les 2 romans de Poe, c'est-à-dire Arthur Gordon Pym, que tout le monde, qu'on connaît et qui n'a plus lui non plus été traduit depuis Baudelaire, et un deuxième qui est inédit, alors pour le coup, qui est inédit, ouais, un inédit de Poe et inachevé, qui s'appelle Le Journal de Julius Rothman, qui est une histoire de la conquête de l'Ouest, et plutôt du franchissement des montagnes rocheuses. Et donc, ça paraîtra chez Tristram dans un an, à peu près en octobre. Et donc voilà, pour ce qui me concerne, j'avais un emploi du temps assez précis, c'est-à-dire qu'il fallait que je commence à traduire, je savais que je devais écrire un roman, voilà, donc à partir de telle date, donc il fallait que je terminais ma traduction à partir de... Voilà, je cloisonne de manière assez étanche et il faut pas que ça déborde, quoi, voilà. Et pour l'instant, on s'y tient, je m'y tiens. Alors à partir du moment où on a lu les 3 volumes des Nouvelles Intégrales, on parlera, pour revenir sur les titres, c'est amusant puisque maintenant on ne parlera plus de la nouvelle Double assassinat dans la rue Morgue, et on devrait dire les crimes de la rue Morgue. On pourrait. Il y en a plusieurs comme ça, voilà, dont les titres... C'est The Murders, c'est les meurtres, ou les crimes, c'est mieux les crimes. Mais d'ailleurs, quand on voit les titres, les traductions étrangères, il n'y a nulle part de double assassinat, évidemment. Il y a en espagnol, je ne sais plus si c'est les meurtres ou les crimes, mais je crois que c'est les crimes aussi. Oui, c'est les crimes. Hein, voilà, ouais. Oui, donc, c'est... Après, bon, le chat noir, c'est difficile de trouver autre chose, mais on n'est pas non plus dans une logique de vouloir à tout prix trouver autre chose, quoi. Les bésicles pour les lunettes. Alors, les bésicles pour les lunettes, oui, parce que... Alors après, chacun ses coquetteries. Ça, c'est Thierry qui l'a traduite, celle-là. Il tenait à ce mot de bésicle. Bon. D'ailleurs, c'est vrai que c'est des bésicles, hein, plus que des lunettes, en vérité. Voilà, donc c'est peut-être plus conforme, sauf qu'en anglais, c'est un peu le même mot. Mais bon. Non, les titres, lorsque ceux de Baudelaire étaient peut-être un peu éloignés de l'original, on a essayé de retrouver le titre original, le plus proche de l'original. Disons par exemple, voilà, la fosse et le pendule, parce que le puits et le pendule, en français, quand on parle d'un puits, on visualise un puits, c'est-à-dire une structure avec une margelle, quoi. Or, c'est pas ça, c'est une fosse, c'est-à-dire que vous avez le sol, vous avez la fosse. C'est pas du tout un puits. Bon, je crois qu'on peut dire aussi un puits, même s'il n'y a pas la structure et la margelle, mais en tout cas, l'image qu'on se fait du puits, c'est ça. Or, la fosse, voilà. En anglais, c'est pit. Pit, c'est plutôt fosse que puits. Puits, c'est well. Enfin bon,
Mais ça peut être aussi puis. Ouais, les langues ne correspondent pas exactement. Hein. Parfois, on ne calque pas non plus exactement une langue sur l'autre. Mais en tout cas, la fausse et le pendule, c'est plus adapté, me semble-t-il, comme les crimes de la rue Morgue, comme je ne sais pas lesquels autres, mais enfin, il y en a certaines qui ont changé de titre. Oui, tiens, par exemple. Ah oui, il y a des titres aussi que parfois qu'on invente un peu aussi. C'est parce qu'ils ne sont pas vraiment traduisibles. Il y a une nouvelle que je ne crois pas que Baudelaire avait traduite, celle-là. Peut-être que oui, remarquez. Qui est Lionizing en anglais. Que Baudelaire, ou que le traducteur français au XIXe siècle avait traduit par lionnerie. Bon, lionnerie, ça dit pas grand-chose. Lionizing, plus en anglais, parce que to lionize, c'est lié à ce phénomène qu'on a oublié. Il suffit de lire Balzac, on le retrouve, hein, c'est les lions. Il y a des dandys. Hein, c'est les dandys du beau monde qui sont des lions. On appelait ça des lions. Chez Balzac, il y en a plein. Hein. D'Arthez, c'est un lion. Maxime de Trailles, c'est un lion, etc. Ils sont accompagnés de jeunes gens qu'on appelle de jeunes hommes qui sont un peu leurs pages, qu'on appelle des tigres. Enfin, ouais, mais ce mot-là en français n'existe plus. Et surtout, il n'a pas donné de verbe. Lioniser, ça n'existe pas. Alors qu'en anglais, ça existe. Lionizing, c'est vouloir se faire bien voir du beau monde. En gros, ça veut dire ça, quoi. Alors, comment traduire lionizing c'est compliqué. Alors, lionnerie, comme on garde le même titre, pourquoi pas, mais lionisme, voilà. Du coup, on a choisi parmi les lions. Alors, évidemment, c'est une reformulation du titre, parce qu'il n'y a pas de verbe qui pouvait correspondre à to lionize en anglais, quoi, voilà. Et d'autres nouvelles dont on a changé le titre aussi, parce qu'il n'y avait pas d'équivalent immédiat en français, quoi. Voilà. Pour revenir justement sur ce beau travail de traduction, de retraduction, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, de reprendre un plaisir, parce que voilà, Poe, on l'a lu quand on est peut-être un peu plus jeune. Oui, c'est une lecture d'adolescence. Une lecture de 20 ans. Ouais. Et là, j'ai repris un plaisir à les relire et à trouver justement le côté très drôle, grotesque, que je n'avais absolument pas vu dans la traduction, peut-être, parce qu'elle a été traduction de Baudelaire. Mais là, ça saute aux yeux, en fait. Il y a des passages très drôles, très ironiques. Absolument. Et il y a des nouvelles intégralement tout à fait réjouissantes. Hein. C'est peut-être dans le tome 1 qu'il y en a le plus, peut-être, en fait. Oui, il y a ce côté-là, comique et grotesque, donc qu'on est des personnages mis dans des situations la situation est comique. Oui, tout à fait. Mais dès le départ, ça part sur une... il y a une nouvelle qui est un peu l'ancêtre du nez de Gogol, par exemple. Quoi, hein. C'est, comment elle s'appelle, cette nouvelle je crois que c'est parmi les lions, c'est celle-là. Où il est question du nez, il est tout le temps question du nez de... Est-ce que c'est celle-là? Je perds un peu le... Parce que c'est le premier tome, et le premier tome, s'il y a 2 ans, du coup, il y a des choses qui me... Je crois que c'est dans celle-là, il y a une histoire de nez, des études de nosologie, la forme des nez de chacun. Voilà. Voilà. Il y a une espèce de personnification des nez. Et parce que moi qui ai traduite, celle-là, en traduisant ça, j'ai tout de suite pensé à Gogol, au nez de Gogol. Cette espèce de conte absurde et grotesque aussi, et qui a été écrit 30 ans plus tard, hein, pas plus, quoi. Et l'appareil des notes, c'est vous deux qui l'avez rédigé, ou chacun a fait les notes de la nouvelle qu'il traduisait? Ah oui, bien sûr. Oui. Et après, il faut harmoniser, et ça c'est compliqué, parce qu'évidemment, il faut éviter les redites, voir note temps, telle nouvelle. Alors, Phébus, ils ont choisi un truc qui n'est pas... Bon, on n'était pas tout à fait... On aurait préféré que ce ne soit pas comme ça, mais de faire les notes qui partent à 1 pour la première note de la première nouvelle, et qui continuent jusqu'à la dernière note de la nouvelle nouvelle, qui est la note 560, ou je ne sais pas combien. Alors que commencer à 1 à chaque nouvelle, ça aurait quand même été mieux. Et ce qui fait, comme quand on traduisait, lorsqu'on trouvait des échos, et Dieu sait s'il y en a, on écrivait voir note 3 de telle nouvelle, il a fallu tout reprendre pour voir laquelle note ça correspondait. Et ça, c'est un travail monstrueux. D'ailleurs, dans le tome 1, il y a des erreurs. Il n'y en a pas dans le 2, il n'y en a pas dans le 3, mais au niveau des notes, au niveau des renvois, voir note temps, il y a quelques erreurs qui sont restées dans le tome 1. Mais c'est un travail, l'appareil critique est énorme. C'est très référencé pour, notamment, toute la littérature américaine du 19e siècle est évidemment nourrie de Bibles.
beaucoup plus que la française. C'est-à-dire que les références à la Bible sont omniprésentes. Chez Melville aussi d'ailleurs, mais encore plus chez Pau. Omniprésentes. Tel ou tel passage est une référence à tel psaume, à tel passage de livre, pas toujours le plus connu de la Bible, et c'est permanent. Donc ces références-là on n'a pas tout trouvé, on n'a pas ça en tête. Hein. il y a des précédents, il y a des éditions américaines et anglaises qui ont fait le travail avant nous, hein, donc qu'on a reproduites, disons. Parce qu'il y a aussi que les traductions de Baudelaire, notamment en Pléiade et ailleurs, sont sans notes. Il n'y a rien du tout. Oui, Il y a 2-3 notes de Baudelaire parfois, mais très peu. Oui, c'était le début de la Pléiade, il n'y avait pas d'appareil critique. Et sinon, il y a des notes de l'auteur, donc de Pau, mais il n'y a pas des notes. Et elles sont souvent indispensables elles éclairent très souvent. Bien sûr, c'est ce elles qui contextualisent, fait elles éclairent. Quoi. Les références historiques, les références antiques, mythologiques, bibliques sont vraiment omniprésentes. Et on peut lire sans ça, mais il manque quelque chose. Quoi. Alors justement, pour revenir sur la nouvelle Les Besicles, en comparant la fin du texte avec le texte anglais et la traduction que vous donnez, donc c'est Thierry Gilibeuf qui le traduit, oui, je l'ai revu, mais oui, c'est lui qui parce qu'en fait, il y a ce jeu de langue, d'un langage un peu oral. Alors, je ne sais pas si on raconte un peu la nouvelle sans déflorer. Ah, voilà, toute la difficulté, peut-être des notes, c'est de ne pas déflorer trop la fin des nouvelles. Donc, c'est une vieille dame. Est-ce qu'on le dit ou pas en fait? C'est compliqué. Parce qu'en fait, il y a un jeu de langue que Baudelaire ne rendait pas du jeu tout. de langue, mais que Baudelaire ne rendait pas, donnait dans un dialogue que tient cette dame qui est en fait dans un français, un anglais qui est assez cockney, enfin je sais pas. Un anglais avec un accent français, ou du moins elle parle avec un supposé accent français. Avec des intonations improbables à traduire. Alors évidemment, pour traduire en français de l'anglais avec l'accent français, mais là, justement, il faut inventer quelque chose. Ça change tout au sens de la nouvelle. Mais en tout cas, c'est pas de l'anglais de base, donc évidemment, il ne faut pas que ce soit du français de base, voilà. C'est évident. Et là, je trouve que rien que pour ça, il y avait ce besoin de rendre le texte. En le lisant en français, je me dis, mais c'est comme ça chez Pau, effectivement, en confrontant le texte anglais. Oui, il y a d'autres nouvelles comme ça, avec des gens qui ont des accents. Alors, il y a une ou deux nouvelles aussi où il y a un ou deux qui ont un accent allemand. Alors là, Baudelaire l'a traduit, comme Balzac l'a fait d'ailleurs, avec des choses invraisemblables d'ailleurs, parfois qui ne correspondent pas vraiment à l'oralité. Balzac, c'est hilarant, quand il traduit, quand il y a Schmuck ou quand il y a, comment il s'appelle, Nucingen qui parle, Dieu sait s'il parle, surtout Nucingen, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Il faut lire 2 fois la phrase pour comprendre, parce que Balzac, il décide, il remplace systématiquement les I par des U, les U par des I, les T par des D et les D par des T. Donc, ce qui fait qu'on trouve, sans doute, ça devient tid, ou de doute. Ouais, bon, c'est absolument... Et Baudelaire fait un peu la même chose. Donc, il traduit avec une convention de l'époque de ce qu'est l'accent allemand à l'écrit, sauf que si on le lit, qu'on le prononce, on n'a pas du tout un accent, on n'a pas du tout... Enfin, ça ne correspond pas. Donc ce qu'on a essayé, c'est de faire en sorte qu'en le lisant à l'oral, on puisse avoir l'idée d'un accent allemand caricatural, évidemment, à couper au couteau, évidemment. Après, il y a d'autres accents qui sont plus difficiles à rendre. Il y a des noirs, notamment dans le Scarabée d'or. Oui. Alors, il a l'accent. Alors, c'est compliqué, j'ai trouvé. Là. Et oui, comment traduire ce truc-là? Parce que là, c'est difficile de ne pas entrer dans la convention qui fait qu'on ne prononce pas les R, par exemple. Sauf que souvent, quand on entend des documents ou des caricatures, souvent de cet accent, c'est identifié, ça correspond à une identification immédiate, quoi. Le fait de ne pas prononcer les R, et pas totalement fausse d'ailleurs, parfois dans un accent très, très marqué. Alors, comment le faire? C'est pas évident, surtout qu'il y en a un qui il a l'accent des Noirs américains, mais il a aussi un accent hollandais. Donc, alors, heureusement, il n'a pas tant que ça. Et là, effectivement, je trouvais que ça posait peut-être, ça pose question. Comment traduire Il faut bien traduire parce qu'on ne veut pas laisser une langue. Oui. Donc, il faut bien trouver un accent. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un lecteur français va comprendre que celui qui parle, c'est un noir américain? En anglais, il y a des intonations, même qui permettent des jeux de mots. C'est plutôt chez Melville, parce qu'il y en a chez Melville aussi.
il y a des intonations qui permettent des jeux de mots par la suite. Par exemple, prononcer ears pour dire years, donc un jeu de mots sur les oreilles et les années. Si on traduit mot à mot, évidemment, on ne peut pas en français, parce qu'on ne peut pas. Le plus dur à traduire, c'est ça, c'est les jeux de mots, de toute façon. C'est l'humour et les jeux de mots, c'est le plus compliqué à traduire. Parce qu'on n'a pas tout le temps la même assonance et les mêmes proximités à l'oreille, quoi. Donc il faut trouver des conventions, quoi. Il faut trouver des conventions et s'y tenir. C'est souvent imparfait, mais il n'y a pas d'autre façon. C'est difficile. De toute manière, l'oralité, ça n'existe pas. Enfin, à l'écrit. C'est une convention de l'oralité. Céline, il écrit absolument pas comme on parle. Il écrit du Céline, qui est une convention d'une oralité. C'est une très belle convention de l'oralité, je trouve. Mais on ne parle pas comme ça, quoi. Enfin, si on traduisait à l'écrit la manière dont on parle à l'oral, ce serait illisible. On avale la moitié des syllabes, d'abord on se répète, on prononce mal certains phonèmes, enfin, tout ça c'est une affaire de convention, donc il faut en adopter une et puis s'y tenir du mieux qu'on peut, quoi. Voilà. Et le choix de traduire de l'anglais, ça vient d'où chez vous, ce rapport à la langue anglaise? Oh, depuis, pas toujours, mais le rapport aux langues en général, toujours, là depuis toujours, enfin depuis que je suis enfant, je veux dire, je ne vais pas dire que je suis intéressé ou je suis attiré, enfin je sais pas, en tout cas les problèmes des langues me touchent. Voilà. Quand j'étais jeune, j'écoutais des chansons comme tout le monde, je voulais savoir précisément ce qui se disait, puis je traduisais les paroles quand je ne les comprenais pas. Je veux dire que David Bowie et je sais pas, Stevie Wonder ou Robert Wyatt ou Elton John ont été largement autant mes professeurs que mes professeurs, quoi, je pense, pour apprendre la langue anglaise. Quand j'étais adolescent, quoi, en tout cas. J'ai toujours vu les films uniquement en version originale. Enfin bon, bref, dès que j'ai pu. Moi, j'ai les dictionnaires de langues que je ne parle pas, pour vous dire. Donc, parce que quand je lis de la poésie russe, je veux la lire en bilingue. Parce que je veux retrouver le mot. Parce que je peux lire le cyrillique, mais je ne comprends rien. Mais je peux le lire. Mais je veux lire le mot. Il y en a très pour les langues comme ça. Que si je suis en Finlande, je vais acheter un journal. J'achète qu'un, parce que. Ça lui fait le séjour. Même pas, non, parce que je parle pas, voilà, le finnois, bonjour. Mais il y a un véritable attrait pour les langues. La langue anglaise, c'est vrai que j'ai été baigné dedans, enfin, je m'y suis intéressé assez tôt, je l'ai parlé, j'étais plutôt pas mauvais quand j'étais étudiant, et puis je suis allé aux États-Unis, plus qu'en Angleterre d'ailleurs, et je lisais en anglais, en espagnol aussi d'ailleurs. En italien. Vous avez traduit aussi chez Verdier un Borges? Oui, un inédit de Borges. Ouais. Donc, voilà, ce goût des langues, il y a des langues que j'aime bien écouter sans rien comprendre. Je trouve que le farsi, le coréen, c'est des langues magnifiques. Je ne comprends pas un mot, mais je passerai des heures. Je suis allé voir Le Traître l'autre jour, de Bellocchio, qui est un très beau film, je trouvais. Et les Siciliens, c'est magnifique, entendre parler, je ne comprends pas, enfin je comprends 2-3 mots parfois parce que je recoupe avec l'italien, l'espagnol, parce qu'il y a pas mal de racines espagnoles en sicilien, mais enfin bon, bref. Donc, mais écouter cette musique-là, c'est formidable, quoi. Je suis très, très linguistiquement ouvert, quoi, voilà, je ne sais pas comment dire. Et les voyages sont liés à cet attrait de l'autre aussi, non? Oh, sans doute, oui, sans doute. Ouais. Ben, il y a aussi une tradition familiale de voyage, moi, pour le coup, c'est une affaire de famille, ça, les voyages. Des arrière-grands-pères navigateurs qui ont fait le tour du monde, dont on me parlait beaucoup quand j'étais enfant, en me disant que je ferais comme eux, bon bref, des choses comme ça. J'ai fini par obéir. Mais ça marque, quoi, en tout cas, c'est sûr. Tous les objets ramenés par mes bisaïeux, tous les objets chez mes grands-parents, qui venaient de Japon et de Chine, qui sont chez moi maintenant d'ailleurs, pour certains d'entre eux, ça forme un imaginaire, en tout cas. Ouais. Et il est vrai que j'ai très tôt été attiré par ça, quoi, par l'ailleurs peut-être, alors c'est vague de dire l'ailleurs, mais effectivement le fait d'aller voir ailleurs, quoi. Ouais, d'aller voir comment c'est ailleurs et comment moi je serais ailleurs. Voilà. Et alors dans un pays dont vous ne maîtrisez pas la langue, comment ça se passe? Ça se passe. On se débrouille. L'anglais sera toujours
Ouf, non. Non, non. Ah non, non, non. Même dans des pays, vous allez au Japon, il ne faut pas espérer communiquer en anglais, hein. Ni en Chine d'ailleurs, à part dans les hôtels et encore, ni en Russie, dès que vous êtes un peu vers l'Est, ni dans plein de pays, non, non. Non, mais disons que quand on ne parle pas la langue, on n'échange pas énormément, quoi, bien sûr. Mais après, pour tout ce qui est pratique, on se débrouille toujours, hein. Il y a toujours une façon de se faire comprendre. Avec quelques mots d'anglais par-ci par-là, quelques mots de la langue du pays quand même, par courtoisie, on essaie de connaître un peu avant de s'y rendre quand même, et pour tout ce qui est pratique, et puis sinon il y a les gestes, il y a la gestuelle du corps, il y a les visages, il y a les... Enfin bon, on se débrouille toujours. Après, évidemment, on n'a pas de conversation très aboutie, quoi, c'est sûr, hein, bien sûr. Les traductions smartphone maintenant. Ouais. Par exemple, là, il suffit de... Ah, mais ça m'est arrivé. À l'hôtel à Kyoto, la fille qui ne parlait pas anglais, parlait japonais, et puis ça s'affichait, elle me montrait le... Ouais. Ah, mais ça m'est arrivé à Nagasaki, ça aussi au Japon, avec... Et est-ce que ça traduit correctement? Mais non, ben oui, mais non. C'est pour échanger des informations liées à l'hôtel, donc c'est pas très important. On ne sait pas trop, parce que j'étais avec un ami, Tanguy Viel. Oui. On a fait un tour du monde l'an dernier, là, puis on a ramené un livre de ça. Et à Nagasaki, on a été invité à dîner par un gars qu'on ne connaissait pas, qui était très content d'avoir des Français. C'est la première fois que voyait des Français, il était ravi. Bref, monsieur... Pas n'importe quel Français. Une espèce... Ah oui, on dit quand il était écrivain, alors là, il était absolument sidéré. Et il nous a invités dans un club privé, c'était un notable de la ville apparemment. Bon, bref. Il ne parlait pas un mot d'anglais, quoi. Et nous, on ne parlait pas japonais non plus. Mais il avait une espèce de truc comme ça, là. Alors on échangeait des phrases comme ça, mais bon, parfois on disait l'humour c'est le plus compliqué à traduire, surtout pour Google. Parfois on avait des espèces de trucs un peu humoristiques, on lui montrait le truc, et ça marchait pas. Ça marchait pas. Il faut se méfier de Google, mais pour tout ce qui est pratique, ouais, c'est bien ça. Ouais. Parce que je repense au texte de Corinna Gepner, justement, où elle parle très souvent, en fait, vous, le traducteur, on vous oublie très souvent quand une citation est faite ou une mention est faite. On va parler de la traduction, de l'apparition des nouvelles d'Edgar Allan Poe, mais on va oublier. Le traducteur est souvent... Ouais, de moins en moins quand même. Honnêtement, beaucoup moins maintenant qu'avant, quoi. Voilà. Oui, ça va mais il faut mieux, quand même disons. rappeler voilà, les traducteurs et le rôle de traducteur. Bah, au départ, ils n'étaient même pas du tout indiqués, quoi. Au 19e siècle, par exemple, Oui. c'était pas... Et il faut resituer aussi Baudelaire, en fait, découvre Poe grâce à une dame qu'on a complètement... Enfin, que c'est très rare de la mentionner, en fait, Isabelle Meunier, qui, elle, est la première à traduire avant, nouvelles. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Poe a été... À l'époque, il n'y avait pas trop la notion de droit d'auteur et de droit de traduction comme il y a aujourd'hui, évidemment. C'était beaucoup moins verrouillé, tout ça. Et certains récits de Poe ont été adaptés en France par différents... Alors, par exemple, les Crimes de la rue Morgue, ça a été adapté, mais on a changé le lieu et aussi l'intrigue, tant qu'on y était. Et on a resserré, on a fait les 30 pages, 4 ou 5 pages, bon voilà. Et donc, et ça a été adapté 2 fois par deux adaptateurs, si on peut dire, différents, dont un était Jules Doran-Forgues, qui est un type intéressant d'ailleurs, qui est le premier qui a publié Melville, lui, enfin publié des extraits de Melville, et qui était un ami de Stendhal d'ailleurs, enfin, c'est assez, qui avait connu Stendhal quand il était jeune en tout cas, et qui l'un l'autre s'accusaient de se plagier l'un l'autre, sauf qu'en fait, l'un des deux, Doran-Forgues, a dit non mais en fait, ça vient, tout ça, c'est amusant de voir qu'on me reproche de plagier, j'oublie le nom de l'autre, alors qu'en fait tous les deux, ce qu'on a publié, ça provient d'un conte d'un littérateur anglais, c'est le terme américain, c'est le terme qu'il emploie, nommé Edgar Poe, première mention de Poe. Auparavant, il y avait quand même eu plusieurs adaptations comme ça. William Wilson, ça avait été adapté sous le nom de je ne sais pas quoi, Dixon, mais pareil, adapté, c'est-à-dire modifié, raccourci, voilà, et retrafiqué, enfin bon. Et donc la première mention de Poe, c'est lors d'une espèce de querelle entre deux adaptateurs, si on peut dire, d'une de ses nouvelles. Mais ensuite, alors après, il y a Le Scarabée d'or qui est traduit, mais intégralement, dans une revue fourriériste de l'époque. D'ailleurs, la querelle entre les deux, de français, Poe, on entend parler. Poe écrit à sa belle-mère, il paraît qu'on parle de moi à Paris. Voilà.
Et après, le Scarabée d'or est traduit, puis une autre est traduite aussi, je ne sais plus laquelle. Mais la première qui vraiment traduit Poe de manière fidèle, c'est Isabelle Meunier, qui est anglaise. Meunier, c'est le nom de son mari, et qui traduit Le Chat Noir, qui traduit non, c'est pas les crimes, les meurtres, les assassinats, je ne sais plus, de la rue Morgue, je ne sais plus comment elle le traduit, et qui traduit une troisième, je ne sais plus laquelle, mais c'est écrit. Et c'est comme ça que Baudelaire découvre Poe, par Le Chat Noir, essentiellement. Et il lit Le Chat Noir, et il dit... Et la relation de Baudelaire à Poe, c'est un cas d'école, quand même, la relation de Baudelaire à Poe. Là c'est 10 ans avant l'écriture des Fleurs du Mal. Oui, oui. Donc il non n'est seulement, pas encore dans le... Voilà, non seulement Baudelaire n'a pas phagocyté Poe, mais on peut se demander si ce n'est pas l'inverse qui s'est passé, quoi, en vérité. Parce qu'évidemment, il traduit Poe en disant qu'il a découvert un frère en littérature, et que ce qu'il publie, ce qu'il lit de lui, il a l'impression qu'il aurait pu l'écrire lui-même. Il écrit des lettres à sa belle-mère, Maria Clem, qui est aussi sa tante, puisqu'il a épousé sa cousine. Il lui écrit en disant qu'il a découvert cet auteur américain, donc qui lui semble écrire des choses qu'il aurait pu écrire lui-même. Et s'il a traduit si admirablement, dit-il, de lui-même, c'est parce qu'il y avait une proximité intime, profonde entre les deux. Et je répondais à quelle question? C'était de resituer, de citer quand même Isabelle Meunier comme première traductrice. Sans elle, Baudelaire n'aurait pas... Non, effectivement. Lu Poe. Ah non, certainement pas. Et il est vrai que, voilà, et donc, il découvre Poe, et il découvre... Et oui, donc il écrit ça 10 ans, même, je crois, 12 ans peut-être, avant Les Fleurs du Mal. Alors, oui, c'est 57. Ça ne veut pas dire que Poe a influencé Les Fleurs du Mal, mais en tout cas, chronologiquement, c'est intéressant de savoir que c'est pas le Baudelaire des Fleurs du Mal qui traduit Poe, qui le recouvre d'une espèce de vernis baudelairien, c'est Baudelaire 10 ans avant Les Fleurs du Mal qui s'imprègne. Voilà, qui s'imprègne complètement de Poe. Alors, est-ce que ça... Il faut voir, peut-être pas, mais c'est intéressant de le situer chronologiquement. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Je suppose que passer 2 années comme ça sur une traduction, ça demande avec Poe, ça demande quand même une connexion intime très forte. Alors elle est où? À l'intérieur de Christian Versin. Je ne saurais pas dire. Poe, c'est pas un auteur de chevet pour moi. Alors, par exemple, au contraire de Melville, par exemple. On a traduit Melville. Alors, Melville, c'est un auteur dont je me sens beaucoup plus proche et qui m'émeut considérablement. Le bonhomme Melville, sa vie, son œuvre, l'un et l'autre, je trouve ça totalement renversant, quoi, voilà. Poe, moins. C'est un auteur que j'ai lu quand j'étais adolescent, dans la traduction de Baudelaire, évidemment, qui m'a marqué. Je me souvenais de 4 ou 5 nouvelles, mais au départ, c'est pas un désir de me dire c'est un auteur extrêmement important pour moi, il faut que je le retraduise. Non, c'est plutôt ce que j'ai dit au début. C'est plutôt en me disant comment ça se fait que depuis un siècle et demi, personne n'a traduit Poe. Ce serait bien que quelqu'un s'y mette. En gros, c'est ça. Et j'ai découvert en lisant un grand intérêt, effectivement, à resituer, à recontextualiser et à aborder cette réalité américaine des années 1830-40, qui est une période que je trouve extrêmement intéressante et foisonnante. Enfin, il y a tout le monde à cette époque-là. Il y a Thoreau, il y a Melville, il y a Hawthorne, il y a Poe. Enfin, c'est un tout petit monde, ils se connaissent tous plus ou moins. Il y a Emerson. Et replonger là-dedans. Après, ce que ça a déposé... Est-ce qu'il y a une proximité entre ma propre production littéraire et ma lecture de Poe? Je ne pense pas qu'il y ait eu Si je me mettais à écrire... Voilà, Jérémy Reynolds sert de point... mais j'ai écrit Reynolds avant, voilà. C'est ça, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que Reynolds, en fait, j'ai écrit le roman avant de savoir... Enfin, avant de mettre à traduire Poe, j'ai écrit le roman par rapport plutôt à Melville. Par rapport au Mochadik, par rapport à 3 faits qui m'ont fait de la biographie de Reynolds que j'avais lue dans une traduction parue, non pas le contraire d'ailleurs, au Sonneur de Mochadik, traduction effectuée par Thierry d'ailleurs, Thierry Gillibeuf. Il m'a envoyé Mochadik, il m'a mis dans la boîte aux lettres Mochadik, et j'ai lu ça, j'ai vu donc le fait que ce gars-là, Reynolds, que personne ne connaît, avait écrit Mochadik, donc 14 ans avant Melville. Évidemment, c'est pas un roman, c'est pas Moby Dick, c'est pas un roman... somme totale, comme c'est une petite histoire de chasse à la baleine, mais Mochadik, qui est un cachalot qui a existé, qui était un cachalot
pas blanc, d'ailleurs Moby Dick n'est pas blanc, il a la tête blanche, hein. Mais il n'est pas intégralement blanc, mais en tout cas le titre c'est la baleine blanche du Pacifique. Donc ça, la prééminence, si on veut, de Mochadic sur Moby Dick, le fait que Poe donc, a assisté aux conférences de Reynolds qui l'ont influencé pour Arthur Gordon Pym, et puis autre chose, un peu sur dans un autre domaine, c'est des théories un peu véhiculées ensuite par des adeptes de science-fiction et autres, qui est la théorie de la Terre creuse. Voilà. Alors peut-être long d'en parler là, mais enfin Reynolds a été embauché par quelqu'un qui s'appelait John Cliff Symes, qui était un ancien capitaine des guerres anglo-américaines, qui avait une obsession, c'était de prouver que la Terre était creuse et qu'il y avait à l'intérieur de la Terre une autre Terre à laquelle on pouvait accéder par les pôles. Et théorie pas totalement fantaisiste, parce que c'est Edmund Halley qui avait établi cette théorie-là au départ, hein, pour expliquer les aurores boréales, qui étaient inexpliquées. Donc il pensait qu'une lumière venait d'un soleil intérieur et sortait par les pôles. Donc Symes pense qu'il y a une deuxième Terre sous terre, habitable, peut-être habitée, et à laquelle on peut accéder par les pôles, et il veut financer les expéditions pour aller jusqu'au pôle sud et nord. Le pôle sud, à l'époque, enfin l'Antarctique, on sait que ça existe, mais personne n'a mis les pieds. Hein. On met pas, d'ailleurs, on n'y mettra pas, parce que Reynolds a été naufragé, mais c'est pas, comment dit-on, recensé. Le premier qui met le pied vraiment sur le pôle, c'est Amundsen, en 1911, hein, sur l'Antarctique, je veux dire. Donc l'Antarctique, on ne sait pas que c'est un continent aussi vaste, on ne sait pas très bien. Et donc Reynolds a été embauché par Symes pour l'aider à faire des conférences destinées à lever des fonds pour financer des entreprises vers la mer du Sud pour aller vérifier la pertinence de la théorie de la Terre creuse. Mais Symes est mort avant, Reynolds avait d'autres idées qui étaient de s'enrichir, de faire du commerce, donc il a quand même monté les expéditions, d'où son naufrage. Mais Symes a écrit un roman sous pseudonyme de Adam Seaborn, voilà, qui s'appelle Symesonia. Donc, dans lequel, ce roman, des navigateurs, des marins, arrivent au pôle, qui n'est pas solide, donc vers le pôle sud, et s'engouffrent à la fin, enfin pas à la fin, à un moment donné, dans une cataracte qui les fait arriver dans la Terre creuse, où habite une civilisation de géants, débonnaires, savants, tout de blanc vêtus. Bon, le roman n'est pas terrible, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai dû le lire pour traduire Reynolds, parce que j'en ai parlé, je le cite même à un moment donné, pour écrire Reynolds. Mais quoi qu'il en soit, il y a ces images de ces grands êtres humanoïdes vêtus de blanc, au bord dans un empire souterrain, subterrain, disons, souterrain, oui, c'est très bien, auquel on accède par une cataracte qui permet à un bateau d'entrer dans ce monde souterrain. C'est la fin du manuscrit trouvé dans une bouteille de Poe. Et d'Arthur Gordon Pym. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin du manuscrit, c'est la cataracte. Oui. Et à la fin d'Arthur Gordon Pym, c'est aussi la cataracte, avec une grande silhouette blanche qui est sur le bord. Voilà. Donc voilà, la relation avec cette théorie un peu fantaisiste, enfin, totalement fantaisiste de la Terre creuse, mais qui a nourri beaucoup d'imaginaire ensuite par la suite, de science-fiction notamment. L'histoire de Mochadic, le fait que Poe l'ait connu et qu'il ait influencé Poe. Ce bonhomme avec une vie absolument incroyable qui a été, en très peu d'années, qui a tout fait à peu près, je m'étais dit qu'il méritait bien un roman, donc un roman biographique que j'ai écrit. Voilà. Mais on est là pour parler de Poe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et on est là aussi pour parler de Christian Garcin, parce que quand on passe 2 ans sur la traduction, c'est autant de temps qui est pris sur la production personnelle. C'est pas un problème? Non, j'ai assez écrit, moi, c'est bon. Là, c'est bon, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est parce qu'il y a une panne romanesque et qu'on se dit, je vais la combler, je vais faire de la traduction pendant ce temps, puis ça reviendra. De toute façon, on va remplir le tonneau romanesque. Non, c'est pas pour ça, mais de fait, quand on est écrivain et traducteur, la traduction, ça rassure quand même. C'est-à-dire que le matin, on se lève, la page est là. Hein. Et ça, c'est très bien. Tous les matins, de savoir... il faut être très ritualisé. Moi, je suis extrêmement ritualisé. Voilà. Donc, le matin, après, je me mets à ma page, le livre ouvert. Enfin, voilà.
c'est très bien d'avoir le texte qui nous attend, quoi. Et quand on a fini, c'est une espèce de... Là, quand j'ai fini Melville, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, ça m'a fait un petit... Il y a un roman qui est en train de... Non, qui est en gestation tout de suite. Oui, qui a été écrit. Qui est écrit. Ah, oui. Entre deux traductions, j'ai pu écrire un roman qui devrait sortir au mois d'avril, normalement, je crois. Mais voilà, en octobre sortira donc les deux romans de Poe, dont un inédit, donc, enfin, un inachevé et inédit, et les nouvelles l'intégrale des nouvelles de Melville. Voilà. Et là, donc, viennent de sortir les 3 tomes. Les 3 tomes. Alors, la particularité de cette belle édition, ce sont les illustrations. Est-ce que vous avez été partie prenante dans ce choix éditorial d'illustrer? Donc, Sophie Potier a fait des illustrations, verrez les pages, voilà, pour vous donner l'atmosphère sombre, oui. Ah oui, sombre. Ça descend dans le maestro. Descend dans le maestro. Non, alors... Ça, c'est l'histoire de Hans Pfaall. Je trouve ça plus belle, celle-là. Ah oui, elle est très belle. Oui, très belle. Oui, elle fait rêver, celle-là, oui. Poe, il a fait un truc comme Orson Welles avec la Garde des Mondes. Hein. À un moment donné, il a écrit une nouvelle qui est l'histoire d'une traversée en ballon de l'Atlantique, la première traversée en ballon de l'Atlantique, et tout le monde croyait que c'était vrai, que ça a été publié. Et le journal a été... les gens sont rués sur le journal pour lire le compte-rendu de cette traversée. Il a fallu qu'il publie un démenti en disant que c'était une nouvelle, une fiction. Ouais. Vous n'êtes pas intervenu dans le choix, elle Non. avait toute liberté pour... Enfin, liberté, je ne sais pas, non. Elle n'avait pas toute liberté non plus, ça c'est la maison Escher, vous en doutez. Ah oui, elle est très belle aussi. Non, Phébus nous a dit qu'il comptait faire une assez belle édition, au tout début, une assez belle édition avec des illustrations dont il ne savait pas au départ si ce seraient des photos, des gravures, en tout cas de quelqu'un contemporain et pas des illustrations d'époque. Oui. Et puis, ils ont choisi donc Sophie Potier, qui est une jeune femme qui fait des choses intéressantes, parfois de très belles. Enfin, je trouve que c'est assez réussi quand même. Mais on n'a pas été soumis, on n'a pas choisi nous-mêmes. Ah, d'accord. Ni la personne qu'on ne connaissait pas du tout, ni le choix des... Je crois que le directeur de Phébus, je crois que lui a donné des nouvelles en demandant d'illustrer tel et tel et tel. C'est lui qui a choisi, je crois. Voilà. On n'a pas eu le... D'ailleurs, à part pour le tome 1, on nous les a envoyés avant parution. Pour le 2 et le 3, on a eu la surprise en ouvrant le livre. On ne les a pas reçus. Voilà. Et alors pour finir aussi, il y a cette image que reprend toujours Corinna Gebner de dire que la traduction, c'est une sorte de comptabilité. Il y a des gains, des pertes, et elle cite des exemples. Elle dit là, je suis obligée, je ne pourrais pas traduire ce mot-là parce qu'en français, c'est un mot en allemand qui serait très important. Bien sûr. Oui, bien sûr. Elle parle de ses gains, de ses pertes et des enrichissements. Est-ce que vous allez dans le même sens sur cette notion de... Oui, ça arrive. Alors, souvent, on arrive à... Alors là, c'est de la poésie dont il était question, donc c'est plus compliqué. Mais il y a des termes, en effet, qui... j'étais confronté à ça hier, d'ailleurs, sur la révision d'un passage de Bartleby, où il est question de... Alors, Bartleby, je pense que tout le monde... Enfin, je ne vais pas dire la fin de l'histoire, mais en tout cas, il est, disons... il se nourrit pas, et il est pâle, et hâve, et blafard, et voilà, il est dans son coin, à la fin. Et puis, il est interné. Et puis arrive le cuistot, l'endroit où il est, qui, lui, c'est un peu l'inverse, quoi. Et Melville dit « meat-like », comme de la viande. Broad, meat-like man. Large, un homme large qui ressemble à de la viande. Et pas en chair, en fait. Voilà, c'est pas en chair. Alors, il y a le contraste avec la viande par rapport à l'absence d'alimentation de Bartleby. Il y a l'adjectif, moi j'avais pensé à viandeux, mais je crois même qu'il y a une traduction, parce que les nouvelles de Melville ont été assez peu traduites, sauf Bartleby, parce que Deleuze en a parlé, donc ça a fait je crois qu'il y a 6 traductions de Bartleby. Les autres, il y en a 1 ou 2 maximum, ou 0.
même les îles Enchantées ou Benito Sereno, qui sont assez connus, je crois qu'il y a 2 traductions, peut-être pour tout. Mais Bartleby, il y en a plusieurs. Et si je me souviens bien, il y a au moins un traducteur qui utilise le terme de viandeux. Je dis, bon, je vais garder ça, mais en même temps, à l'aspect viandeux, je ne sais pas si ça dit quelque chose quand on lit ça. Et là, il faut inventer. C'est pas très beau. Ouais, c'est pas joli, enfin, il y a quelque chose qui marche. Il faut inventer un truc, là. Ouais. Alors, Là, il y a une invention. il faut forcément faire une périphrase, à mon avis. Ou alors, on supprime. L'éditeur, n'ayant pas le texte original sous les yeux, m'a proposé grassouiller. Je me dis, non, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'il y ait la viande, il faut qu'il y ait un truc, il faut qu'il y ait un steak. Une pièce de bœuf. je sais pas. Voilà. Donc, rouge et épais comme un steak. Voilà. C'est un Oui, truc ça, comme ça c'est- qui va c'est pas être adopté. Donc, évidemment, il faut. Alors, c'est pas que ça enrichit, mais en tout cas, ça rajoute. Enfin, ça dit plus. Ça n'évoque pas forcément plus, mais ça donne plus de mots et plus de. Parce qu'on n'a pas de terme équivalent, mais dans toutes les langues ne sont pas superposables l'une à l'autre. Donc, il y a forcément des espaces dans lesquels il faut bien arriver à trouver des solutions, quoi. Et souvent, c'est en ajoutant, et parfois en retranchant peut-être aussi, parce qu'il se peut qu'il y ait un mot français plus concis qui puisse donner l'idée véhiculée par plusieurs mots anglais, mais c'est rare. Ouais, ça doit être rare. C'est assez rare. Et comment on traduit I would prefer not to? J'ai déjà eu droit à ça. Ah oui. Alors, on ne voulait pas absolument traduire. Alors, les traductions qu'il y a eu pour l'instant, c'est j'aimerais mieux pas, je préférerais pas, je préférerais ne pas. Même. Alors, et puis, je préférerais ne pas, qui est totalement incorrect, mais certains se retranchent derrière le fait que Deleuze a dit que I would prefer not to n'était pas correct. C'est faux, c'est très correct. I would prefer not to, c'est pas correct, c'est pas trop correct, c'est très correct. Voilà, c'est une formule très correcte. Donc, autant vous dire tout de suite qu'il n'y a pas de solution satisfaisante. Voilà, je vous dis tout de suite, parce que la formule est répétée à plusieurs reprises. Non seulement Bartleby qui dit I would prefer not to, mais également des gens qui le citent, qui le mettent dans une autre phrase en disant mais s'il aimait, est-ce qu'il préférerait pas ou est-ce qu'il aimerait pas, et si moi, enfin, bref, il y a plusieurs contextes comme ça dans des phrases différentes où quelle que soit la traduction, il y en a une où ça n'a pas forcément très bien. Alors, on n'était pas parti avec Thierry sur l'idée de changer absolument ce truc-là. Tout en sachant qu'on nous poserait, comme vous l'avez, mais comme tout le monde le fait, la question. Mais moi, je trouvais qu'il y avait une meilleure traduction que j'aimerais. De celle qui était proposée jusqu'à présent, il me semblait que j'aimerais mieux pas, c'était la meilleure ou la moins mauvaise, ou je ne sais pas comment dire. En tout cas, j'étais prêt à adopter ça. Et puis, je trouvais que dans j'aimerais mieux pas, il y a une espèce d'affirmation dans le mieux qui est totalement contraire à la position de Bartleby. Alors la traduction, c'est j'aimerais autant pas. Là, une espèce de rétractation qui me semble mieux convenir à la personne, à la personnalité de. Alors, j'aimerais autant pas, ça marche en à peu près toutes les phrases, sauf à une ou deux reprises où, lorsque c'est un des autres scribes copistes qui fait allusion à une scène, parce que cette formule contamine un peu le langage des autres. Hein. Le narrateur lui-même se met à dire qu'il aimerait autant faire ça plutôt que ça. Il y a une ou deux phrases où ça passe pas vraiment bien, ça accroche un peu, mais avec j'aimerais mieux, ça passe pas non plus très bien. Et puis il y en a eu, si on veut préférer, celle-là ça passera, mais ailleurs ça passera pas. Bref, il n'y a pas de formule idéale en vérité. Mais j'aimerais autant, je pense que c'est celle qui est. En tout cas, ça me semble très justifiable par rapport à. D'une part, c'est correct, j'aimerais autant. J'aimerais autant pas. C'est pas très correct. Quand on entend j'aimerais autant pas, on se dit pas c'est du français très correct. Mais on se dit pas c'est incorrect en tout cas, ça c'est sûr. Et puis ça correspond encore une fois à la posture de Bartleby, une espèce de repli comme ça. Plus que j'aimerais mieux, qui affirme trop. Voilà. Voilà donc comment on a traduit ça. Non, le plus compliqué, c'est l'humour et le jeu de mots. Et, alors, il y en a un peu dans Poe, il y en a beaucoup dans... Dans les noms aussi, la traduction des noms. Et oui, Ça, alors là c'est aussi, facile. on s'est trouvé confronté à ça. Est-ce qu'on doit traduire les noms ou pas? Dans la mesure où les noms avaient une signification en anglais, et qui signifient quelque chose pour le lecteur, forcément, et qui sont souvent grotesques et amusants,
Du coup, évidemment, on cherche une équivalence d'un nom qui en français soit aussi grotesque et amusant tout en disant la même chose, bien sûr. Donc on a traduit les noms propres dans la mesure où c'était important de les traduire pour aider à la compréhension ou pour aider à accroître la compréhension de la nouvelle. Après, on a traduit aussi les mesures. Les yards, les inches, les ça. Alors, c'est très bien de le laisser. Enfin, pourquoi pas? Mais je me dis, si je. Voilà, Qu'est-ce que ça évoque? c'est bien de visualiser. Dans Moi et ma cheminée de Melville, il y a toujours de 16 pieds carrés. Bon, c'est bien de savoir combien ça fait en mètres, un mètre carré quand même. Il me semble que c'est quand même plus simple. Ça ne lève pas grand-chose au texte, à mon avis. Et puis, le lecteur français visualise mieux la chose, notamment pour les pouces, les miles. Bon, les miles, on connaît mieux déjà, mais les yards, les superficies aussi, les acres, bon, tout ça. Donc, on a traduit ça aussi. Mais les noms propres, oui, ça paraissait... c'est une part importante du comique de Poe, les noms propres. Hein. Dans beaucoup de Là, ses c'est nouvelles. bien traduit. L'effet comique Ah oui, là, fonctionne. c'est vrai. Et quand on arrive à traduire Lysistrata par démobilisette, Ah oui c'est une version de. Ah bon? Read Démobilisette. Demobilized? Ouais. Démobilisette. Démobilisette. Détruire le dé guerrier et il démobilise. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais, bah, d'accord. Ouais, ça arrive, ça. Ouais. Non, il y a des... Non, bah, après, des contresens, chez Baudelaire, à un moment donné... Moi, Vous les notez quand même. Moi, j'avais tenu un carnet. Je me suis dit, on va venir... On a osé s'attaquer... C'est pas du tout attaquer, en plus, c'est pas notre idée, mais enfin... On va peut-être nous dire, oui, mais alors, quand même, Baudelaire, tout. Donc, j'avais noté toutes les occurrences d'erreurs ou de contresens ou d'absurdité parfois quand même de la traduction, et il y en a certains. Et puis il y a aussi des choses qui ne sont pas de sa faute, enfin c'est pas des erreurs, c'est des mots qui changent de sens. À l'époque de Baudelaire, le crépuscule c'est le petit matin. Oui, c'est ce que vous dites, vous citez dans la préface. C'est aussi le soir, mais c'est aussi le petit matin, et c'est souvent employé dans le terme du petit matin. Bon, on ne peut pas dire le crépuscule aujourd'hui, parce que personne va imaginer que c'est l'aube. Bon, ou des choses comme ça, il y a des mots qui ont changé de sens. Ouais. Mais surtout... Vous les repérez cela dans le texte anglais, de savoir que logique. ce mot avait ce sens en 1840 et qu'il ne l'a plus maintenant en 2020. C'est ça le travail. C'est- Non, parce que on s'arrête. Il se peut qu'il y en ait encore, évidemment. Ça vaut encore des erreurs ou des contresens. Mais lorsque la logique, lorsqu'il parle enfin, lorsque manifestement c'est le matin et que le mot et qu'on voit, parce qu'on n'a pas l'œil tout le temps sur la traduction des autres, mais parfois on va voir un peu comment ça se passe dans tel passage, etc. Et qu'on voit que c'est traduit par crépuscule, on se dit, bon là, logiquement, il y a un contresens. Et c'est là que je m'aperçois que crépuscule, à l'époque, ça voulait dire petit matin, ce que j'ignorais. Voilà. Donc je vais voir pourquoi Baudelaire a traduit crépuscule, alors que manifestement, c'est pas crépuscule le mot. Quoi. Mais c'est un travail d'enquêteur et d'indice, c'est passionnant. C'est passionnant. Ah bah oui, bien sûr, moi j'adore ça, j'espère continuer. Là, je traduis aussi des poètes américains, mais j'espère continuer à traduire des... Là, on a un projet avec Hawthorne. Je ne sais pas si un éditeur prendra le risque, parce qu'Hawthorne, c'est pas... Pourtant, c'est passionnant. Hein. Oui. Sans Hawthorne, il n'y a pas Moby Dick, hein, déjà. Bah oui, bien sûr. Ouais. Si Melville ne rencontre pas Hawthorne, Acab n'existe pas, en gros. Je fais des raccourcis, mais voilà. Et puis, les nouvelles d'Hawthorne, c'est pas rien, quoi. Bon, on a un projet là-dessus. Donc encore de bonnes, Mais je sais pas si ça se fera. Ouais, de j'espère. travail de traduction. J'espère bien, ouais. Puis sinon des contemporains aussi. Ouais. Pourquoi pas. Je traduis les poètes aussi contemporains, ouais. Voilà. Même américains. Et on va arrêter là l'échange. Merci beaucoup d'avoir fait tout le chemin sans avion, mais en train.